C'est l'heure de la question du jour, du fait du jour consacré à ces craintes de déstabilisation dans l'est de l'Ukraine. Le vice-président américain est à Kiev, un déplacement avant tout symbolique. Washington n'a pas grand-chose à proposer, mais les Américains veulent occuper le terrain. Pour combien de temps d'ailleurs? Ils se sont lassés en Géorgie. Aujourd'hui, l'Ossétie du Sud est plus russe que géorgienne. Vladimir Poutine doit beaucoup y penser en ce moment. Alors pour accompagner notre réflexion, Pierre Laurin, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie évidemment. Cela s'imposait, auteur de Moscou et la naissance d'une nation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout d'abord quelle est l'ambition de Vladimir Poutine sur la question ukrainienne, spécifiquement et plus globalement, parce que la vision est globale aussi. La vision de Vladimir Poutine, c'est simplement de préserver les intérêts de la Russie. On est en Ukraine, on n'est pas en Russie. Oui, mais les intérêts de la Russie en Ukraine. Vous savez, en 1989, un président a déclaré qu'il fallait sauvegarder les intérêts des ressortissants de son pays et préserver les intérêts de son pays dans un pays qui s'appelait le Panama. Et ce président, c'était George Bush père. Et il a envahi le Panama, et il a renversé le président local, qui était un dictateur, qui était Noriega, et tout le monde a trouvé ça très bien. Et effectivement, c'était très bien. Il a défendu les intérêts de son pays. Aujourd'hui, Poutine se trouve à peu près dans le même cas. Les intérêts de la Russie en Ukraine sont très importants. Quels sont-ils ? Parce que les industries ukrainiennes et russes sont entremêlées. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, l'Ukraine faisait partie d'un pays comme la Russie qui s'appelait l'Union soviétique. Que ce pays était géré comme un État unitaire, même si c'était une fédération. Et cet État unitaire avait des usines un peu partout. C'est-à-dire qu'une usine en Ukraine fabriquait des composants pour une usine en Géorgie ou en Lettonie ou en Russie. Aujourd'hui, l'URSS n'existe plus, c'est fini, donc il faut s'adapter. Mais les liens entre les usines existent toujours. Lorsque... C'est pas pour ça qu'on attaque un pays, on n'attaque pas. On peut dialoguer, on peut discuter. Là, il y a un problème de perspective. Il n'y a pas d'attaque russe. Il y a une occupation silencieuse, il y a une tactique. Vladimir Poutine est beaucoup trop fin pour effectivement attaquer un pays. Non, là, je crois qu'on est un tout petit peu dans, comment dirais-je, dans l'à peu près, dans le... il y a une vous savez, les choses avec sont très compliquées. Russe. Les choses sont très compliquées. Il ne faut pas dire d'un côté, il y a les gentils, de l'autre, il y a les méchants. C'est pas ce qu'on dit. D'un côté, il y a l'Est de l'Ukraine, qui est industrialisé, qui est très proche de la Russie. Les partisans de la Russie qui se trouvent à l'Est de l'Ukraine sont très nombreux, ils ne sont pas une minorité. Ce sont ces gens-là qui ont gagné les dernières élections présidentielles, qui ont gagné les dernières élections législatives, donc ils ne sont pas minoritaires. Ces gens-là se trouvent aujourd'hui sous-représentés dans le gouvernement transitoire de Kiev. Ils ont 2 représentants. L'extrême droite ukrainienne a le tiers des portefeuilles dans le ministère de Kiev. Pour l'instant, il s'agit d'un gouvernement intérimaire. Il y aura des élections. Absolument, officielles, il y aura des élections. Mais semaines. Pourquoi ce gouvernement intérimaire pourrait-il dicter des conditions à l'est de l'Ukraine qui a gagné les élections, les 2 dernières élections en tout cas? C'est une situation qui est inédite et qui est très compliquée. Et ce n'est pas en disant d'un côté il y a le méchant Poutine qui veut je ne sais quoi, il veut défendre ses intérêts certes, et de l'autre il y a la gentille Union européenne et les gentils États-Unis qui veulent quoi? Ils veulent défendre leurs intérêts aussi, bien évidemment. Mais quels sont les intérêts européens et les intérêts américains? C'est ça que je ne parviens pas tellement à comprendre. Vladimir Poutine, là, vous me parlez d'une vision géopolitique qu'il a, géostratégique. Vous parlez de ces liens industrieux entre les 2 pays, on le comprend tout à fait. Est-ce que la vision de Vladimir Poutine n'est-elle pas aussi idéologique? On en parle beaucoup ces dernières semaines, l'idée d'une grande Russie. Vous parliez de l'URSS et du fonctionnement quasi idéal de l'URSS avec des entreprises un peu partout dans le territoire. Je ne pense pas que l'Union soviétique ait eu un fonctionnement idéal, loin de là. Simplement, il y a une réalité.
une réalité contre laquelle on ne peut pas grand-chose. Vous savez, l'industrie ukrainienne fabrique essentiellement des composants pour la Russie. Fabrique des moteurs d'hélicoptères pour les hélicoptères russes, des moteurs d'avions pour les avions russes, des missiles stratégiques pour les forces de frappe russes, des composants de tout ordre pour l'industrie russe. Si soudain, pour une raison ou une autre, cette industrie ukrainienne, qui est principalement consacrée à l'armement, arrête de produire pour la Russie, ce sont des milliers de travailleurs ou des dizaines de milliers de travailleurs qui se retrouvent au chômage et qui sont aujourd'hui au chômage technique. Lorsque l'on dit les partisans pro-russes de l'Est de l'Ukraine manifestent, etc., mais ils ont une raison de manifester, c'est qu'on est en train de bouffer leur emploi. Lorsque vous vous rendez compte du problème de sites en France comme Florange ou d'autres, où les gens se retrouvent du jour au lendemain au chômage, et vous voyez les conséquences. Pourquoi n'en serait-il pas de même en Ukraine? Pourquoi va-t-on... C'est vrai que les idées européennes sont très généreuses. S'il y a des problèmes économiques en Belgique, ce n'est pas la raison pour laquelle la France va se mettre à occuper la Belgique pour aller sauver les Belges francophones. Enfin... Ce n'est pas du tout la même chose. En Belgique, vous avez un État fédéral avec une partie qui est flamande, une partie qui est wallonne. Et c'est exactement ce que la Russie voudrait en Ukraine, c'est-à-dire un État fédéral. Et c'est ce que propose actuellement le président ukrainien par intérim. Il l'a proposé la semaine dernière. Pas tout à fait. Il l'envisage tout à fait. Il envisage une fédéralisation. Il envisage la fédéralisation depuis la réunion du 17 avril. Effectivement, mais avant... Avant, il ne proposait pas du tout. Mais qu'importe, puisqu'il le propose aujourd'hui. Oui, qu'importe s'il n'y avait pas d'antécédent avant. Aujourd'hui, il le propose et effectivement, il envisage qu'aujourd'hui, il puisse y avoir une situation compliquée, peut-être singulière avec l'Est du pays, une population russophone. Et donc, il y a cette reconnaissance qui est importante du russe comme langue, peut-être officielle de l'Est de l'Ukraine, avec une reconnaissance d'un pouvoir décentralisé. Donc, c'est une progression. C'est bien, absolument. Et c'est bien l'accord du 17 avril de Genève. On a l'impression que Moscou cherche n'importe quel prétexte pour de toute façon occuper... D'où vient le problème aujourd'hui? Le problème vient qu'il y a des groupes indéterminés qui se sont pris à un barrage à Slaviansk, un barrage de pro-russes, et qu'ils ont fait 4 morts. Ce n'est pas Moscou. Non, et on le sait, tout le monde le sait, c'est les militants de Pravi Sector, c'est-à-dire... Considérant ces faits, on a nos envoyés spéciaux sur le terrain, eux-mêmes sont incapables de nous dire exactement ce qui s'est passé parce que personne n'a vu réellement ce qui s'était déroulé. Donc c'est très compliqué de rebondir sur ces faits-là aujourd'hui. En revanche, vous aviez raison, il y a effectivement des tensions identitaires, on n'arrête pas de les entendre dans nos reportages. Absolument. Il y a effectivement des Ukrainiens qui défendent leur territoire. Est-ce là un motif suffisant pour intervenir pour un pays extérieur, pour intervenir? Attendez, personne n'intervient là. Je crois qu'il n'y a pas d'intervention. Il y a 40 000 hommes qui sont quand même préparés, mobilisés à la frontière. Écoutez, il y a eu 3 vols ukrainiens de reconnaissance au-dessus du territoire russe, autorisés par les Russes, pour montrer qu'il n'y avait rien. Et effectivement, il n'y a pas grand-chose. Il y a 40 000 hommes, oui, effectivement. Et alors, ce sont les effectifs normaux des troupes russes dans ce secteur. Elles sont de 40 000 hommes en tout, dans l'ensemble de la région militaire occidentale, il y a à peu près 160 000 hommes. Donc c'est normal qu'il y ait 40 000 hommes dans cette partie-là. Pourquoi il n'y en aurait-il aucun? Pourquoi, d'après vous, il y a cette incompréhension à laquelle on assiste entre occidentaux et russes? L'incompréhension vient, je crois, simplement du fait qu'on ne tient pas compte des réalités, qu'on est dans la démonstration. Cette histoire des 40 000 hommes est significative. On vous montre des photos qui, manifestement, si vous les regardez, sont prises en été. Et on vous dit, elles ont été prises la semaine dernière ou il y a 10 jours. Mais comment? La végétation d'été et la végétation de la fin de l'hiver, ce n'est pas la même. Plus globale. On a l'impression que les Occidentaux refusent de comprendre que la Russie n'est pas un pays occidental comme les autres. La Russie est un empire et se revendique comme tel. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je crois que la Russie, elle serait absolument ravie
qu'on compte sur elle pour résoudre les problèmes non seulement de l'Ukraine, mais du reste du monde. Tout en respectant son intégrité. Tout en respectant son intégrité et en la considérant comme un partenaire, ce qui n'a pas été le cas dans le cas de l'Ukraine. Je vous signale qu'au tout début, lorsqu'on pouvait faire quelque chose, le gouvernement ukrainien a dit on ne peut pas signer l'accord d'association avec l'Union européenne, tout simplement parce que ça va détruire notre industrie. Si l'Union européenne était capable de nous donner 20 milliards, on pourrait envisager les choses. Elle ne peut pas nous donner 20 milliards. Et le gouvernement ukrainien, à l'époque évidemment c'était le gouvernement d'Azarov et du président Yanukovych, a proposé à l'Union européenne et à la Russie de négocier. La Russie a accepté, l'Union européenne a refusé. Je crois que l'incompréhension ne vient pas forcément du côté russe. Je vous remercie beaucoup, Pierre Lebrun, de nous avoir apporté votre point de vue ce soir dans Paris Direct. Vous restez avec nous, un journal dans un instant à 18h30.